Philippe Robert, bonjour. Bonjour. Philippe Robert, je vous retrouve pour cette nouvelle et 8e émission des Contes du ciel et de la terre, dans laquelle nous allons évoquer la corruption politique, sans oublier la corruption des présidents de la République. Il y a quelques jours, Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, a été condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs. Affaire dans laquelle les faits ont également révélé des liens très étroits entre ses plus proches collaborateurs et le terroriste Abdallah Senussi, qui a sauvagement assassiné 170 hommes, femmes et enfants, presque tous français tragiquement déchiquetés dans l'explosion d'un avion de ligne au-dessus du Niger le 19 septembre 1989. Au-delà de l'affaire de corruption fomentée par ses collaborateurs qui ne surprend plus personne, en devenant lui-même un terroriste, Nicolas Sarkozy a trahi et souillé la dignité de tous les militaires français, de tous les Français. En effet, ministre de l'Intérieur au moment des faits, il lui était impossible de ne pas connaître les déplacements exacts de ses subalternes Guéant et Hortefeux, et par conséquent d'être lui-même associé à cette complicité terroriste abjecte. À gauche, à l'instar d'un Ladislas de Hoyos qui débusquait Klaus Barbie lors d'une interview en Bolivie en 1972, François Hollande, également poussé à bout par 2 agents russes anti-nazis déguisés en humoristes, a craqué et reconnu avoir volontairement saboté les accords de Minsk, provoquant ainsi la plus grosse erreur stratégique de la France depuis l'occupation. Philippe Robert, je vous pose une question simple. Que pensez-vous des politiques français? Bon, c'est une excellente question, spécialement pour le temps que nous vivons. Bon, je vais essayer de préciser une chose. Parmi tous les chefs d'État, disons depuis 1974, mais c'était déjà enclenché bien avant, c'est-à-dire depuis Giscard en fait, tout est parti jusqu'à ce que nous vivons aujourd'hui, qui est une catastrophe internationale, puisque le monde aussi est dans un état second, si j'ose dire, qui est en train de muter d'ailleurs, c'est très intéressant. Mais pour en revenir au chef d'État français, par exemple, il est un cas, l'un d'eux que je veux citer tout de suite, avant de passer à Charles de Gaulle et Sarkozy, en particulier pour des raisons évidentes, parce que j'ai été moi-même pas presque acteur, mais je les ai vécus dans ma chair, et de près. Bien sûr. Bon, mais je veux dire, par exemple, à propos de Macron, Macron n'est pas net. Intellectuellement, mentalement et psychologiquement. Un psychiatre italien dont je n'ai pas le nom en tête immédiatement, mais mondialement connu, avait dit dès 2016, c'est-à-dire avant l'histoire d'Alger où Macron avait traité la colonisation de crimes contre l'humanité, ciblant son propre pays, Alger même, quand même, bon. C'est quelqu'un qui est instable, complètement instable, et qui achève la destitution de la France, finalement. Bon, ça mis à part, j'en viens à Charles de Gaulle. Alors, pour moi, il y a deux sortes de personnalités étatiques, les hommes d'État et les hommes de l'État. Or, depuis Charles de Gaulle, et encore je fais des réserves que je vais préciser, il n'y a plus d'hommes d'État en France, ni quelques-uns ailleurs. Par exemple, Netanyahou est un homme d'État. Trump est un homme d'État. Milei, ou en Argentine, est un homme d'État. En France, il n'y en a plus. Bon, depuis Pompidou, juste qui était auprès de Gaulle. Bon, mais je reviens à Charles de Gaulle parce que je lui en veux, parce que au début des années 60, j'étais encore en service armé sur place en Algérie, et il a été question, évidemment, de la paix des braves. Très bien. Alors la paix des braves, ça consistait, selon le colonel commandant la Bilaya 4, qui était là où j'étais d'ailleurs en position, Sissala, qui avait demandé une entrevue à l'Élysée avec Charles de Gaulle pour en parler, pour essayer de parvenir à une paix des braves
qui permettent enfin de sortir de cette guerre de 8 ans, quand même, depuis 1954. Bon, il a été reçu, et tout s'est déroulé en passant par mon propre régiment, etc. Enfin bon, et il a été reçu, il a été écouté, ses propositions ont été entendues. Bon, écoutez, elles n'ont pas été entendues puisque à peine de retour, toujours par le même canal auquel je participais à l'époque, De Gaulle s'est empressé d'appeler le GPRA à Tunis en disant « Allez-y, vous pouvez y aller, hein, l'Algérie est à vous ». Bon, ça, c'est indigne d'un homme d'État. Et pourtant, De Gaulle était forcément un homme d'État après Londres, après la libération de la France, etc. C'est incontestable. Mais il y a des fautes politiques comme celle-ci, qui sont dues d'ailleurs parfois à des failles de caractère. Parce que De Gaulle était quelqu'un qui était qui en voulait à certains. Il en voulait beaucoup aux États-Unis, parce que les États-Unis considéraient qu'ils n'étaient pas en position d'être à la hauteur de Churchill ou autre dans le cours de la guerre. Alors il était vexé. Alors c'est un homme vexé. Alors il ne faut jamais oublier non plus que De Gaulle est un militaire au départ. C'est un militaire qui est passé en politique. Très bien. Bon, ceci, c'est de l'histoire. La grande histoire, c'est une chose. Bon, c'est dommage. Et nous le payons actuellement. C'est très intéressant, mais je voudrais apporter une précision, parce qu'on ne peut pas mettre sur le même plan la trahison de Gaulle vis-à-vis des Pieds Noirs et celle des autres présidents. Concernant De Gaulle, il faut savoir d'où il venait, vous l'avez dit. Il venait de la Seconde Guerre mondiale, dans laquelle il avait dû faire croire que les Français avaient eu une once de dignité, et vous savez comme moi que c'était mission impossible, compte tenu du comportement des Français sous l'occupation. D'autre part, c'est peut-être le militaire qui a parlé durant la guerre d'Algérie. C'est-à-dire qu'après un certain nombre d'années de guerre, il avait pris conscience de ses limites. Or, n'oubliez pas qu'il s'agissait d'un conflit offshore, c'est-à-dire loin de la métropole. Et là, j'insiste, il était de l'autre côté de la Méditerranée, c'est-à-dire sur la plaque africaine. Alors, c'est difficile à entendre pour les Pieds Noirs, mais c'était quand même la réalité. Ce conflit était éloigné. Donc, il y a peut-être eu aussi un acte de stratégie militaire qui pouvait s'excuser, si je peux dire ainsi, pour défendre les intérêts de la sécurité de l'État. Et là, c'est quand même très différent des autres personnages. Bien sûr, Sarkozy. Sarkozy, dont la preuve a été faite que ses subalternes ont directement négocié et fait du business avec un terroriste qui avait fait sauter un décédiste du TA, dans lequel il y avait des familles françaises, des femmes, des hommes, des enfants. Et même si ce décédiste a explosé au-dessus du Niger, il allait se poser à Roissy. Or, nous l'avons vu en préambule, Sarkozy était obligé de connaître les agissements de ses subalternes, donc il en était complice. Nous avons vu le cas du sujet Hollande, qui a reconnu avoir volontairement torpillé les accords de Minsk, ce qui soulève de nombreuses questions. La première, pour qui a-t-il agi ? Et s'il avait touché de l'argent, peut-être que l'enquête est encore en cours, peut-être que nous allons avoir de nouveaux éléments, et peut-être que nous allons découvrir que le sujet Hollande a été payé par une puissance étrangère afin de volontairement torpiller ces accords. Au détriment de qui ? Eh bien de l'Europe, puisque c'est l'Europe qui est en première ligne, ne l'oublions pas. Ça n'est pas les États-Unis. Il y a un océan de plus de 4000 km qui sépare le continent américain du continent européen. Et puis enfin, il est avéré aujourd'hui que ce qu'a fait Hollande a provoqué la réunion, le regroupement du plus gros bloc géostratégique du monde, qui est directement notre concurrent aujourd'hui. Donc, on ne peut pas mettre sur le même plan ces trois trahisons apparentes. La première est peut-être une trahison par obligation, si je peux dire ainsi, c'est-à-dire au service de la nation. De Gaulle avait déjà œuvré de façon exceptionnelle, comme personne d'autre n'aurait pu le faire à la sortie de la guerre. Il connaissait ses limites, le pays était très affaibli, il n'avait peut-être pas le choix, et ça on peut le comprendre en termes de gestion de la sécurité de l'État. En revanche, les deux autres
On ne peut pas les comprendre. Ce sont des cas d'opportunisme exclusivement personnel. Alors, c'est ce que moi j'appelle l'appât du pouvoir. Oui. Le pouvoir rend fou. En France, c'est le cas, et en Grande-Bretagne aussi, avec les résultats qu'on connaît, bon, et ailleurs aussi. Mais c'est l'appât du pouvoir, le pouvoir rend fou, et c'est pourquoi, il arrive un instant, prenons le cas de la France, puisque nous sommes français, il arrive un moment où il y a une césure absolue, une cassure, une brisure définitive entre les hommes de l'État qui gravitent au sommet de l'État France et le peuple de France. Mais je pense que le peuple de France, au début, a fait confiance et petit à petit réalise la trahison qu'il subit. Pour les jeunes qui nous écoutent, ils constatent que la nation... Vous vouliez dire quelque chose? Non. Le mot jeune, moi, c'est... Ah bon. Allez-y. D'accord. C'est bon. Donc, pour les jeunes qui nous écoutent, ce qu'ils constatent, c'est l'affaiblissement de la nation. C'est-à-dire que même dans l'opération contre la Russie, l'opération actuelle contre la Russie, l'opération de propagande, on va l'appeler, parce que la Russie n'est pas encore à nos portes, n'est pas encore aux portes de l'Allemagne, pas encore aux portes de la Pologne. Et c'est surtout que la Russie a mis 4 ans pour parcourir 100 km, donc ça veut dire que à la même vitesse, il faudrait 30 à 40 années pour qu'ils arrivent à la frontière française. Donc voilà, il faut quand même un petit peu modérer la menace. Le problème, c'est que nous avons des dirigeants qui affaiblissent constamment la nation et qui, eux, sont extrêmement bien payés. Hollande, c'est 2 millions d'euros par an, plus 30 000 euros de retraite par mois, 360 000, on est à 2 360 000. Il n'y a pas du et pouvoir. Encore, je dois oublier des choses. Hein. Il n'y a pas du gain. Bon, là, pas du gain. C'est pareil pour Sarkozy, c'est pareil pour tout le monde. Ouais. Et puis, la mobilité, c'est des gens qui peuvent partir avec la caisse à tout moment. D'ailleurs, ils s'en privent pas. Sarkozy était déjà à l'étranger il y a quelques années à peine. Il se fait un petit peu rattraper là par la caravane justice. Mais enfin bon, on voit aussi une facilité, une mobilité avec laquelle ils peuvent s'expatrier, puisqu'ils peuvent aller faire des conférences pour 100 000 euros de l'heure. C'est pas le cas, et ça c'est très important pour les jeunes, c'est pas du tout le cas de ceux qui ont travaillé très dur, ils se sont construits presque seuls, ils sont partis de rien, ils ont cru en la France. Ce sont des sportifs, ils ont porté les couleurs de la France. Grâce à leur travail, ils se sont retrouvés à diriger de grosses PME, des business qui font quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais simplement, ceux-là, ils pourront pas partir s'il y a un problème en France. Le jour où les présidents auront mis le chaos, ils pourront pas partir. Non. Donc eux, ils seront ruinés, tout simplement. Ils seront au lieu de je ne sais quel combat dans lequel on aura été mêlé pour des raisons qui nous échappent totalement, alors que les dirigeants qui montrent déjà qu'ils sont capables de trahir, eux auront la capacité de partir loin. Et c'est ça que je voudrais transmettre. La dernière fois, vous vous souvenez, on a parlé de ces militaires qui avaient donné leur vie, et on se demande un peu pourquoi. Eh bien aujourd'hui, je trouve intéressant de pouvoir s'interroger sur tous ces jeunes, parce que c'est ceux qui ont 20, 30, 40 ans aujourd'hui, qui donnent leur énergie, qui construisent des gros business, et eux aussi, ils pourraient se retrouver un jour dans la situation de se demander pourquoi, et notamment le jour où ils auront tout perdu à cause des présidents. Je vais être plus précis encore. Je vous en prie. Ce jour est arrivé. Mais oui, bien sûr qu'il est arrivé. Il est là. Bon. On ne discute pas sans raison, bien sûr qu'il est là. Bon, alors ça c'est une chose, mais vous parlez de jeunes et vous avez raison, moi j'ai des bonnes raisons personnelles d'être malheureux comme les pierres pour les jeunes des générations qui arrivent. Bon, pourquoi? Parce que les jeunes qui sortent de l'école de la République sortent ignares. On ne leur apprend rien, on ne leur transmet rien. Si, on leur transmet la propagande, ça, d'accord. Mais transmettre l'histoire de France, etc., ça n'existe pas. Je fais quand même une parenthèse pour parler un instant de Chloé Framery, puisqu'on en a parlé la dernière fois. Oui. Il y a quand même des gens qui sont éveillés, qui cherchent à éveiller les autres, et notamment c'est intéressant parce que c'est une ancienne professeure, faut pas l'oublier, et je sais que elle travaille tous les jours pour éveiller les consciences. Voilà, c'est pour ça que je veux pas être complètement négatif sur l'éveil. Si je pense que quelque chose bouge, c'est justement sur l'éveil des jeunes, et peut-être des moins jeunes aussi, hein, ça concerne aussi les trentenaires, les quarantenaires. Non, mais je ne suis pas sectaire. Mais je comprends ce que vous vouliez dire, hein, j'ai compris. Il y en a beaucoup qui réagissent pas. Je précise, parce que j'en vois beaucoup autour de moi, je ne suis pas sectaire, absolument pas. Je suis un esprit libre, donc j'essaie de comprendre les choses
et en bien ou en mal. Mais bon, enfin, ce que je veux dire, c'est que j'ai une petite conversation il y a quelques jours avec une jeune fille qui est en quatrième à l'école, qui a 13 ans donc, et je lui ai dit, tiens, qu'est-ce que tu apprends actuellement en quatrième? Quel est le programme d'histoire, par exemple? Ah, elle m'a dit, en ce moment, nous en sommes au XIIIe siècle, hein, et on parle de la servitude, etc. Alors, est-ce que, bon, c'est très bien, il faut en parler, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose, même au XIIIe siècle, et surtout, ce que je reproche, moi, dans l'enseignement qui est très orienté, qui est fait, c'est que on essaie de... le professorat orienté fait en sorte que ce qui s'est passé au XIIIe siècle est toujours valable aujourd'hui, etc. En fait, on leur enseigne l'esclavage. Le terme, c'est le terme qu'elle a employé, la petite. Hein. Elle a dit, ah ben, 13e siècle, et quoi dans... Alors, je lui ai dit, quoi dans le 13e siècle? L'esclavage. Bon, voilà, c'est tout. C'est ce que je veux dire quand il y a cette espèce de distorsion scandaleuse. Alors voilà, des jeunes à 13 ans qui sont malléables au possible, quel avenir quand on en arrive... Bon, bien sûr. Voilà. Bon. Je voudrais terminer par un exemple. On en parle tout le temps du trafic de drogue. Il est dans les cités, il mobilise tous les policiers, il mobilise les maires. Et puis pas seulement, il mobilise aussi les télévisions d'oligarques. C'est-à-dire que, bon, pour elles, c'est en permanence de l'actualité. Donc de l'actualité, ça se restitue sous forme commerciale. Quand toute la journée on parle des trafics de drogue sur BFM, CNews ou LCI, eh bien c'est forcément que ça fait vendre de la publicité. Ça veut dire en gros que ça accroche suffisamment les auditeurs pour pouvoir vendre de la publicité derrière. Ça veut dire que le fait divers du trafic de drogue est transformé en un véritable business par les oligarques. Alors moi je me suis interrogé. Je me suis dit comment il est possible que le trafic de cannabis soit toujours le même depuis 50 ans. C'est-à-dire ça fait 50 ans qu'il y a un trafic de cannabis en France, peut-être même un peu plus, mais un trafic vraiment débridé, c'est-à-dire depuis le début des années 80, on va dire les 45 ans, où le cannabis, on le trouvait partout. On savait que ce cannabis provenait à 80% du Maroc. C'est toujours le cas. Exact. C'est exceptionnel parce que c'est toujours le cas. Ça veut dire que on sait exactement où est produit ce cannabis. Nous avons des satellites européens et même d'ailleurs au-delà, on peut se faire aider par nos amis américains. Nous avons des caméras partout, puisque on en fait l'éloge et on ne cesse d'en poser partout sur le territoire français, même au-delà. Et puis nous avons du renseignement humain. Nous connaissons le lieu de production de cannabis en provenance du Maroc au centimètre carré près. Je dis bien au centimètre carré près. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous connaissez le lieu de production au centimètre carré près, vous pouvez tout tracer. Vous pouvez tout contrôler. Ça fait 50 ans que nous avons toujours 80% du cannabis qui provient du Maroc et qu'on est incapable d'en réduire les quantités. C'est pas possible. Et ça, les jeunes doivent le savoir. Ça n'est pas possible. C'est-à-dire que en 50 ans, en théorie, le trafic de cannabis en provenance du Maroc aurait dû être intégralement éradiqué. Alors, vous comprenez que dans mon propos, il ne s'agit pas d'accabler le Maroc. Le Maroc fait ce qu'il veut. En gros, le cannabis, ça stabilise à peu près 4 millions de personnes au Maroc. Le roi du Maroc a le droit de faire ce qu'il veut. Il peut considérer que finalement le cannabis va stabiliser 4 millions de personnes. Nous, on n'est pas là pour lui donner de leçons. Nous avons aussi Nestlé qui empoisonne avec de l'eau minérale. Si vous permettez l'incise, parce que c'est important, il s'agit d'une arme. C'est une arme. La drogue est une arme. Mais bien sûr que c'est une arme. Et c'est ça que je veux expliquer aux plus jeunes. C'est une arme dans laquelle sont complices également, et on les retrouve aussi les politiques. Parce que c'est impossible autrement. C'est-à-dire qu'il est forcément stimulé et entretenu par des politiques. Et ça, j'ai envie que les jeunes le retiennent. Parce que ceux qui ont des business et qui ne pourront pas se délocaliser, eh bien, ils doivent savoir qu'un jour, ils pourront se retrouver au cœur de guerres, de conflits qui les ruineront et pour lesquels ils ne pourront rien faire. Le drame de la drogue est une chose, mais il est alimenté
effectivement, la politique entre en jeu dans ce truc. Il est alimenté par la politique de la ville, qui fait que maintenant, vous avez des pans entiers de France qui ne sont plus français. Oui, mais juste, Et excusez-moi de rebondir dessus. ouais. Moi, le problème, c'est que tout ça, nous le contrôlons, nous le maîtrisons. Pourquoi? Parce que, pour quelle raison on laisse Ah, se développer le trafic de cannabis dans les cités? Pour deux raisons. Un, il rapporte du cash aux caisses politiques, mais surtout, il stabilise les quartiers. C'est-à-dire, nous savons dans les quartiers qu'il y a des gens irrécupérables. oui, c'est ça. Et qu'à partir de là, ils disent, bon, allez, vaut mieux qu'ils s'entretuent, parce que de toute façon, on pourra jamais les réinsérer, vaut mieux qu'ils s'entretuent, et comme ça, bah, Non, mais- on est peinard, et en plus, on encaisse du cash. Le problème, c'est qu'il faut que les jeunes qui, eux, travaillent dans des business normaux, essaient de respecter la loi, il faut qu'ils comprennent comment ça fonctionne. Parce que s'ils ne comprennent pas comment ça fonctionne, ils ne comprendront pas forcément à temps que leurs représentants politiques les trahiront. Ben oui, mais alors, c'est exactement comme ce qui se passe au sommet de l'État. C'est une question de mentalité, d'intelligence, non seulement politique, mais personnelle, de compréhension de la réalité et de l'irréalité. Il y a tout ce qui concerne l'humanité, c'est double, c'est dédoublé. Vous avez d'un côté le bien et le mal, bon d'accord, mais ce que je veux dire, c'est, et conclure là-dessus, c'est que pour moi, il y a des gens, et c'est le cas en France, puisque nous sommes vraiment là, à la porte d'une catastrophe épouvantable, et il y a des gens qui vivent sans vraiment avoir la moindre notion de bienséance, d'être d'humanité, d'humanisme et d'humanité, et qui se foutent totalement de voir, parce qu'ils le voient, dans quel état se trouve le peuple qui, lui, rame. La propagande politicienne qui est déversée depuis 50 ans et plus, même depuis la libération, hein, avec bon, dans le peuple, chez nous, entre nous, vers nous, est une propagande qui consiste à nous endormir et à empêcher de réfléchir et d'avoir une réflexion qui permette de dire ah ben oui tiens à propos voilà etc. Je vais conclure à mon tour. À partir du moment où vous n'avez aucune expérience, Vous ne pouvez pas faire preuve d'autorité. Vous n'avez pas la base pour incarner l'autorité. Bien sûr. Donc vous êtes obligé de vous remettre aux institutions. Simplement, on s'aperçoit que les institutions, c'est pas suffisant, parce que face à l'armée, si on fait pas le poids, ça se voit tout de suite. Et ça a été le cas de Sarkozy, d'Hollande, Macron. Qu'est-ce qu'ils font depuis une quarantaine d'années? Ils s'en remettent à une puissance étrangère. C'est-à-dire, étant incapables d'assurer eux-mêmes l'autorité, ils s'en remettent aux États-Unis, qui a été en fait le tuteur facile, et Israël également. Mais ça ne construit pas un homme, ça construit une soumission et une dépendance. Vous avez, au final, au bout de quelques décennies, un effondrement national, celui que vous pouvez voir aujourd'hui. Il est parfaitement logique et cohérent. à travers ces quelques exemples, il est très important pour les plus jeunes de parfaitement profiler la structure cognitive des sujets présidents qui détruisent leur nation. Et si j'utilise le terme sujet pour parler de ces présidents, ça n'est pas forcément pour les médicaliser, mais pour indiquer que les présidents ne parlent que d'eux-mêmes, sans jamais écrire et appliquer la discipline d'une véritable stratégie à long terme. Pour mieux comprendre, j'invite ces jeunes à prendre la place des présidents. Juste quelques instants. Vous avez 40 ans et vous dirigez une nation qui s'effondre depuis 35 ans, qui se fait doubler par un pays tous les 5 ans et bientôt 3 par décennie. La situation financière est catastrophique puisque le déclassement de la France la placera dans moins de 30 ans dans la même position que l'était l'Afrique il y a seulement 30 ans. Je prends le temps de la pédagogie pour expliquer aux jeunes ce que ça signifie. Ça signifie qu'il y a 30 ans, la France s'ingérait quotidiennement dans les affaires africaines au point d'être capable de destituer n'importe quel chef d'État et d'en dépouiller n'importe quelle ressource minières et fossiles. Et ne comptez pas sur l'arme atomique. Dans 30 ans, nous serons 30 à en disposer. L'affaiblissement,
la soumission, la cupidité, la trahison et la perversité de celui qui refuse de se battre pour n'encaisser que les bénéfices de ses conférences, de ses émoluments d'anciens présidents, de ses retraites sans limite, sans jamais suggérer d'y renoncer de sa propre initiative. Oui, j'ai bien dit de sa propre initiative. Oui, j'ai bien dit que les sujets présidents ne renonçaient jamais spontanément à dépouiller une nation française déjà en déficit et bientôt en faillite, parce qu'il fallait toujours les y contraindre. Les récents événements viennent de nous le prouver. J'ai également parlé du business de la drogue. Un business dans lequel plus vous ajoutez de satellites, de caméras, de renseignements et de troupes humaines au sol pour le surveiller, plus il s'enracine sans jamais se restreindre. Je vous rappelle que c'est vous qui payez. Donc vous avez un problème, un très gros problème. Et ce problème se nomme la corruption, la complicité terroriste d'un ancien président, la violation des accords de Minsk d'un autre, et qui sait, peut-être très bien rémunérés par des fonds étrangers, eux aussi. Je résume, vos présidents ne renoncent jamais à leurs bénéfices dans une nation qui ne cesse de sombrer depuis 35 ans. Ils maintiennent des business de drogue pour alimenter des caisses politiques, deviennent complices de terroristes pour optimiser leurs gains et financements et déstabilisent les intérêts géostratégiques de la nation pour les mêmes raisons. Le constat est impitoyable mais puissant et juste. Il vous confirme que vos présidents ne se battront jamais pour vous et vos business. Pire, qu'ils les sacrifieront à des puissances étrangères pour n'encaisser que quelques émoluments de plus. Cette collection de vidéos faite d'échanges et de conversations est là pour vous aider. C'est un outil d'aide à la prise de décision, parce que si vous réagissez trop tard, vous n'aurez plus aucune chance d'être respecté. Construisez votre propre force. C'est mon ami président à qui je dois toute ma carrière. Oui, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la France, pas ton ami président. Philippe Robert, je vous remercie pour cette émission d'une richesse exceptionnelle et je vous dis au mois prochain. Si Dieu veut, bien sûr. Mais bien sûr que Dieu le voudra.